Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera dédiée à l'objectif T-Artisan 27 mm 2.8 en monture Fujifilm X. Et donc vous allez voir que cet objectif, il a de quoi surprendre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des caractéristiques au départ qui sont quand même plutôt alléchantes. On a une focale 27 mm en APS-C, ce qui équivaut en plein format à peu près à un 40 mm et demi. Et donc cette focale est plutôt intéressante car coincée entre le classique 35 mm et l'autre classique qui est le 50. Et c'est vrai que c'est un petit peu le meilleur des deux. Également, on a une ouverture qui est certes pas la plus généreuse pour une focale fixe de 2.8, mais en attendant, on a un objectif qui se veut très compact. C'est un véritable poids-plume, on en reparlera. Et bien évidemment, l'argument massu, ça va être le tarif, puisque cet objectif est proposé à 189 euros. Et en fouillant, on peut même le trouver aux alentours des 150-160 euros, certes en venant de l'étranger, mais voilà, c'est un objectif qui, sur le papier, en tout cas, est à un prix très agressif, notamment face à la concurrence, mais ça, on en reparlera. Donc forcément, dans cette vidéo, on va le tester, et ça fait plusieurs mois que je l'ai, donc j'ai vraiment eu le temps quand même de l'essayer dans plein de conditions, de faire des tests, etc. Et surtout, moi, d'avoir mon propre ressenti. Donc bien évidemment, ce que je dirais dans la vidéo, il y aura des données qui seront objectives, mais il y aura aussi beaucoup de données subjectives. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Et puis aussi et surtout, la vraie question qu'on se posera, au-delà des tests, etc., c'est de savoir cet objectif, comment il se positionne notamment face à la concurrence. Et ça, on fera un point directement à la fin de la vidéo. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire par la suite, c'est que dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu cet objectif. On va faire un peu le tour du propriétaire. Je vous présenterai aussi ses caractéristiques. Bon, ça va aller assez vite. Ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on passera sur l'ordinateur. Et là, on regardera tout un lot d'images, en fait, pour voir concrètement qu'est-ce qu'il vaut dans la vraie vie. Et puis, enfin, en conclusion, on fera le bilan de tout ça. Et surtout, on viendra le positionner par rapport à la concurrence. Allez, sans plus tarder, mais commençons par le tour du propriétaire de ce T-Artisan 27 mm 2.8 en monture Fujifilm X. Donc avant d'aller plus loin et avant de tout préciser, je tiens quand même à rappeler, et ça c'est le fil conducteur je pense qu'il faut garder en tête durant cette vidéo, c'est que cet objectif est vendu à seulement 189 euros. Donc il ne faut pas projeter dessus en fait des besoins, des idées, on va dire, de caractéristiques qui seraient issues de matériel bien plus cher. Ça n'aurait pas de sens de le comparer avec des focales fixes en équivalente. Par exemple, on parlera du Viltrox 27 mm 1.2 qui est sorti il y a très peu de temps. Ça n'a pas de sens de comparer un objectif à 600 euros à cet objectif à 189 euros. Voilà. Donc il faut toujours garder ça en tête. Et forcément, ce rapport qualité-prix très agressif, il amène certaines concessions. Et ça, on va le voir au fur et à mesure. Donc tout d'abord, pour commencer ce petit tour du propriétaire, on va regarder l'objectif en lui-même. Alors niveau construction, quand vous l'ouvrez, alors c'est toujours un peu la même rengaine chez T-Artisan, il y a une jolie boîte, etc. Enfin bref, ça j'en avais parlé sur la vidéo sur le 25 mm f2. Je reviendrai là-dessus d'ailleurs tout à l'heure. Tout ça pour vous dire qu'en fait cet objectif, contrairement à tous ceux de T-Artisan dont on a l'habitude, et si vous avez peut-être déjà du T-Artisan, il y a plusieurs caractéristiques qui vont le différencier. Déjà, c'est un objectif autofocus, ça on va y revenir après, mais surtout dans sa construction, c'est un objectif qui est tout en plastique. Donc c'est vrai que quand on est habitué aux objectifs T-Artisan, et là j'en ai plusieurs sur la table, ils sont tous en métal, et c'est vrai qu'il y a ce côté waouh qui fait qu'ils sont un peu lourds, mais qui sont aussi magnifiques, très solides, etc. Et le fait qu'ils soient en plastique, c'est vrai que de suite ça donne une impression un peu plus de toc, un peu plus joué. Ça ne veut pas dire pour autant que l'objectif est fragile, il y a des bons plastiques, mais c'est vrai que par exemple, comparé au 35 mm f2 de Fuji, je trouve que le plastique fait peut-être un peu plus cheap, un peu moins solide, un peu moins rigide, voilà. Ça c'est juste une impression personnelle, mais au global quand même, je trouve que ça va encore. Le plastique, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. Le premier avantage, forcément, c'est d'avoir un prix qui est pas cher, parce que le plastique ça coûte beaucoup moins cher, mais aussi et surtout d'avoir un objectif qui est beaucoup plus léger. Et c'est ça qui m'a surpris quand je l'ai sorti de sa boîte la première fois, c'est que je me suis dit qu'en fait c'était un véritable poids plume. Et pour cause, une fois que je l'ai mis sur la balance, en fait il pèse 94 grammes, donc c'est absolument rien, moins de 100 grammes, vous imaginez. Donc ça c'est génial. Et quand je le monte ici avec le Fujifilm X1610, j'arrive à un poids total précis, avec la plaque Peak Design dessous, de 581 grammes, moins de 600 grammes, c'est fou. En fait, à lui tout seul, en fait, il pèse moins que le Sony Alpha 7 IV seul. Donc voilà, c'est vraiment génial et ça vous permet d'avoir un combo extrêmement léger. Et ça, je pense que c'est un truc vraiment génial sur cette fabrication. C'est qu'il est tellement léger que tout simplement on oublie qu'on a un objectif monté sur son appareil. Donc ça, je pense que c'est un premier gros point positif. Alors de l'autre côté, forcément, il y a un revers, c'est que le plastique, oui, comparé par exemple à ce 25 mm f2, toujours de chez T-Artisan, que j'ai testé et je vous mets bien sûr la vidéo de test.
Cet objectif qui, pour rappel, est vendu à moins de 100 euros, hein. Et c'est vrai que de suite, la qualité de construction fait vraiment bien moins sérieuse. Et puis, surtout, en fait, c'est un objectif qui, moi, je me pose la question quand même de la durabilité dans le temps. Et puis, surtout, bah, cet objectif, il n'est absolument pas tropicalisé. Alors, les autres ne le sont pas non plus. Mais là, c'est vrai que ça renforce un petit peu moins quand même le sentiment de qualité. Donc voilà, la solidité n'est peut-être pas sa plus grande qualité, on va dire. Et surtout, en termes de construction, bah, c'est vrai que ça fait quand même moins solide. Si je compare par exemple le 35 mm f2 de Fuji, bah, par exemple, je trouve quand même mieux assemblé, plus sérieux. Alors que celui-là, je me pose vraiment la question sur un plus long terme, on va dire, de tout ce qui touche aux intrusions, c'est-à-dire notamment les poussières. Est-ce que je l'emmènerai dans des conditions difficiles? Absolument pas, mais alors vraiment absolument pas. Et je l'utilise vraiment quand les conditions sont très correctes, quand il fait beau, etc. Bref, c'est pas un objectif que j'emmènerai en hiver au Lofoten avec moi parce que j'aurais vraiment peur qu'il y ait des intrusions d'humidité. Et à la plage, c'est vrai que je fais très attention parce que s'il y a un peu de sable, etc., j'ai toujours peur qu'il y ait des grains qui rentrent dans l'objectif, notamment via la lentille frontale. Donc la construction, avantage du plastique, c'est léger, mais en même temps, ça fait un peu cheap. Voilà, on peut pas tout avoir, un objectif qualitatif, léger et pas cher. Donc il faut faire des compromis. Pour ce qui est maintenant du gabarit, bah, cet objectif, il a un gabarit très compact. Alors monté sur le XS10, il dépasse à peine au niveau profondeur du grip et il se fait très vite oublier et ça permet de, par exemple sur ce boîtier, moi, le glisser très facilement dans un sac. Je vous avais parlé des besaces de chez Ulanzi, bah, par exemple là ça rentre vraiment mais parfaitement dans la besace et je peux en fait presque mettre plein d'autres choses à côté, c'est vraiment génial. Bien évidemment, si vous le comparez à la version Fujifilm, le 27 mm 2.8 WR, bah, c'est vrai que ce T-Artisan en comparaison sur le même rapport focal-ouverture, il est quand même plus épais. Et oui, la construction est plus cheap, donc bah voilà, hein, il y a moins de compacité. Et c'est vrai que si vous avez un boîtier qui n'a pas forcément de grip, type gamme XE ou alors X Pro, bah c'est vrai que là je vous conseillerais, si vraiment la compacité est votre priorité, de plutôt partir sur la version Fuji. Alors je l'ai pas cette version Fuji, mais pour avoir vu des comparatifs en ligne, il y a quand même une différence de profondeur et le Fuji bah, se fera plus rapidement oublier. Pour autant, est-ce que c'est un problème? Non, et cet objectif est vraiment très compact et il permet de glisser l'appareil photo très facilement dans un sac, etc. Donc là-dessus, moi je trouve que c'est très positif. Niveau ergonomie, eh bien, là c'est pareil, pour le prix je trouve ça très satisfaisant. On a une ergonomie entre guillemets classique Fuji qu'on attend sur les objectifs Fuji. Vous avez tout d'abord la position A, donc qui vous permet de contrôler directement l'ouverture sur la molette de l'appareil photo. Et ensuite vous avez toutes les indications d'ouverture jusqu'à l'indication 2.8, l'ouverture maximale, qui elle est en bleu. Je trouve que c'est un petit détail sympa pour vous montrer que vous arrivez au bout. Et cette bague en fait, c'est vrai qu'elle est très fine. Donc ça, en fait, sur un objectif aussi fin, forcément, il faut faire des compromis. Cependant, c'est vrai que comparé à la taille de l'objectif, elle aurait peut-être pu être un peu plus épaisse, notamment par rapport à la bague de mise au point. Parce que c'est vrai que sur un objectif autofocus, la bague de mise au point, c'est peut-être pas ce qu'on va utiliser principalement, contrairement à la bague d'ouverture, surtout sur des appareils Fuji. Donc ça, c'est un choix qu'on peut discuter. Cette bague, j'avais lu sur internet avant de recevoir l'objectif qu'elle était trop fine, et c'est vrai qu'elle est très fine. Personnellement, je trouve que c'est un coup à prendre. J'ai pas de gros doigts. Par contre, pour quelqu'un qui aurait des plus grandes mains, c'est vrai que là, je pense que c'est très problématique et que manipuler à deux doigts, notamment, vous voyez, avec l'index, c'est vrai que quand vous passez, que vous tenez le grip, j'ai l'index qui coince quand même sur la main qui tient le grip. Donc avec une plus grosse main, là, je pense que c'est difficile à utiliser. Néanmoins, c'est ça l'avantage, c'est que si jamais c'est le cas, vous pouvez quand même contrôler l'ouverture via la molette de l'appareil. Pour ce qui est de cette bague, elle est crantée, elle est un chouïa trop dure, je trouve. Ça, c'est pas vraiment un problème. Mais le fait qu'elle soit crantée vous permet de choisir précisément toutes les étapes, on va dire, de diaph que vous avez, les tiers de diaph. Donc ça, c'est vraiment pratique. Au niveau maintenant de la bague de mise au point, c'est une bague de mise au point électronique, donc qui tourne sur l'infini. Et au niveau de sa rotation, je la trouve plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai que j'ai une sensation un peu de plastique, même au niveau du bruit quand vous la tournez. Enfin bref, c'est pas aussi sérieux que par exemple sur les objectifs Fujifilm où il y a vraiment un côté très doux, je trouve, et surtout très qualitatif. Enfin bref, on reste sur un objectif à 189 €. À l'avant, vous avez donc la lentille frontale qui est enfoncée et c'est vrai que c'est tout petit vu que c'est en fait un objectif 2.8 et en plus, T-Artisan vous fournit avec un petit pare-soleil très discret qui ressemble beaucoup à la version Fujifilm en fait, hein. Ce petit pare-soleil, dessus, vous pouvez venir clipser le capuchon, donc le bouchon d'objectif. Ce bouchon d'objectif, il fait le job, mais vraiment, lui, je trouve que c'est le truc qui fait le plus cheap. On dirait vraiment un truc bas de gamme. Là-dessus, je pense qu'ils auraient pu faire un petit effort quand même. Et ce bouchon, il faudra être vigilant à ne pas le perdre. Il est tout petit. On a un diamètre de fil de seulement 39 mm. Enfin voilà. Au global, bon,
Ça renforce le sentiment qu'on a un objectif plutôt bas de gamme. Et simplement pour terminer le tour du propriétaire, on va passer à l'arrière de l'objectif. Et donc là, mais forcément, il n'y a pas de joint, hein, puisque cet objectif n'est absolument pas tropicalisé. Mais surtout, vous pourrez remarquer la présence de connectiques électroniques. Et en fait, ces connectiques permettent deux choses. La première, c'est tout simplement d'envoyer des informations à votre appareil photo, donc tout ce qui est EXIF, ce qui est très très bien et que vous n'avez pas sur les autres objectifs manuels. Donc là, en post-traitement, vous n'avez pas l'ouverture, la focale, etc. Là maintenant, c'est le cas et ça c'est vraiment génial comme sur tous les objectifs. Et puis ensuite, forcément, on va arriver au deuxième point, c'est l'autofocus, parce que oui, cet objectif est doté d'un autofocus et ces connectiques vous permettent tout simplement de gérer l'autofocus depuis le boîtier. Avant de passer à cet autofocus, je fais une petite parenthèse sur le bouchon qui est à l'arrière de l'objectif. Ce bouchon, en fait, vous avez dessus un port USB-C. À l'intérieur de ce bouchon, vous avez des connectiques qui se mettent sur les connectiques de l'objectif parce que cet objectif, tout simplement, si vous le branchez sur votre ordinateur, vous pouvez le mettre à jour, chose que je n'ai absolument pas fait et c'est une erreur d'ailleurs, mais je n'ai pas pris le temps de le faire. Mais si vous allez sur le site de TETartisan, vous avez les firmware, donc vous pouvez tout télécharger, etc. Donc à présent, on va parler de l'autofocus et là aussi, il y a quand même des choses à dire parce que l'intérêt de ne pas avoir un objectif manuel et de bien passer sur un AF, c'est d'avoir un autofocus qui tient la route. Donc comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas fait d'update, donc de mise à jour de cet objectif, donc c'est la version entre guillemets primaire. Éventuellement, et là je botte en touche, il est peut-être possible que avec une mise à jour, les performances puissent être autres. Si je parle de cet autofocus, qu'en dire? Eh bien en fait, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais? Je dirais qu'il n'est ni bon ni mauvais, je dirais qu'il est moyen. Donc c'est un objectif qui a un autofocus qui correspond à sa gamme de prix. Et donc pour 189 €, on a un objectif qui fait une mise au point correcte, mais qui montre quand même un certain nombre de faiblesses. Concrètement, si vous êtes dans une situation facile, pleine journée, etc., vous n'êtes pas contre-jour, il va faire la mise au point assez rapidement, pas aussi rapidement que par exemple les équivalents Fuji, mais ça va encore, voilà. Si maintenant vous êtes à contre-jour ou que la luminosité commence à baisser, là ça va devenir plus compliqué, il va commencer à pomper, et puis des fois il va tout simplement pas réussir à faire la mise au point, et là-dessus, je pense que en plus couplé à l'autofocus du XS10, ça fait pas un cocktail explosif. Je pense que cet objectif, si vous le montez sur un boîtier type XH2S, je pense que c'est quand même mieux. Mais là, je pense aussi tout simplement que les moteurs à l'intérieur de cet objectif sont très modestes et que tout simplement, ça n'est pas un foudre de guerre à ce sujet. Si maintenant vous passez en AFC, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, il reconnaît l'œil, etc. Mais des fois, il y a quand même un petit peu des loupés. Et surtout, il y a un pompage qui est assez intempestif. Et je reviens juste sur ces moteurs, ils sont quand même un petit peu bruyants. C'est-à-dire que vous les entendez, c'est pas gênant. Mais voilà, ça fait penser un petit peu au 35 mm f2, vous avez des petits bruits de moteur, et sur un objectif de ce prix-là, forcément, il n'y a pas tout un soin qui a été apporté à l'isolation phonique, ce qui semble assez logique, en fait, quand on y pense. Si vous posez la question d'une utilisation en vidéo, alors là, je vais quand même vous le déconseiller, parce que tout simplement, et je vous montre des séquences, cet objectif, il a tendance à quand même galérer. Vous avez des mises au point qui sont parfois un peu lentes, et surtout, il y a beaucoup de pompage. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que vous allez avoir énormément déjà de pompage, et donc vos séquences vont souvent être ratées. Et deuxième chose en plus, si vous faites de la prise de son, attention à ne pas avoir le micro collé en fait à l'objectif, parce que sinon vous allez entendre les bruits des moteurs. Enfin bref, c'est vraiment pas un objectif qui est dédié à la vidéo, et là-dessus, vaut mieux avec lui faire de la vidéo manuellement. Bref, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. Avant de passer sur l'ordi, je fais un petit résumé. Objectif 189 €, tout en plastique, pas tropicalisé, très léger, assez compact. Et puis on a un système d'autofocus qui est moyen, mais ça on s'en doute, compte tenu du prix, ça fait le job. Bref, à présent ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer devant l'ordinateur, et sur l'ordinateur, tout simplement on va regarder toute la qualité d'image et on va voir sur le terrain ce que vaut optiquement ce TETartisan 27 mm 2.8 en monture Fujifilm. Bon, et bien j'ai changé de place, je suis passé devant l'ordinateur, et pour regarder ces photos, on va passer dans Deiso Photolab 6. Pourquoi j'utilise ce logiciel? Parce que, en fait, tout simplement, les RAW sont mieux dématricés, les RAW Fujifilm, sur ce logiciel, comparé à Lightroom. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu tout ce qu'on peut attendre d'un objectif d'un point de vue optique. Et pour ça, donc, j'ai fait plusieurs photos un petit peu durant l'été. Je précise simplement une chose, et ça, malheureusement, ça arrive, c'est que, en fait, j'avais fait pas mal de photos, notamment au début de l'été. Et malencontreusement, en fait, la carte SD est morte, et donc j'ai perdu beaucoup de photos que j'avais fait avec cet objectif. Ça m'a pas empêché d'en faire plein d'autres par la suite, mais du coup, il me manque un certain nombre de photos que j'avais fait, et donc j'étais plutôt content. Enfin bref, voilà, c'est juste pour vous le dire, parce que voilà, ça arrive et il faut toujours bien sauvegarder ces données. Je le fais régulièrement, mais je le fais pas tous les jours non plus
surtout pour mes photos plaisir, notamment sur le Fuji. Et là, en l'occurrence, je ne l'avais pas fait pendant presque 2 semaines. Et bien, il s'est avéré que tout ce que j'avais fait sur cette période a été perdu. Enfin bref. Donc, passons à présent dans DxO Photolab 6. Donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai fait des photos vraiment un petit peu presque labo, hein, des photos banales, pour voir comment se comporte cet objectif d'un point de vue piqué. Donc, j'ai mis le Fujifilm X-S10, 26 millions de pixels sur trépied. Et puis, j'ai utilisé voilà, une partie de la bibliothèque qu'on a dans notre salon pour venir un petit peu voir comment il se comporte d'un point de vue piqué, d'un point de vue homogénéité. Donc si vous regardez ici, vous voyez que on est à ISO 200, hein, donc j'ai mis ISO au plus bas, f2.8, 1/5 de seconde, le tout sur trépied, le même cadrage, donc vous verrez toutes les photos sont similaires. Quand je regarde cette première photo, et après on va zoomer, mais moi ce que je vois c'est tout d'abord, et ça on va en parler après, il y a énormément de vignettage. Je vous mets la comparaison à f5.6 et la comparaison à f8. Regardez sur les angles, on va en parler après, voilà. Bon, bref. Au niveau du piqué, donc on va d'abord se concentrer sur le centre de l'image. Alors, cet objectif, comment il se comporte? Vous voyez, là, je suis à f2.8. Si je regarde sur le centre de l'image, notamment sur le globe, vous voyez que sur le globe, ici, c'est pas mal, mais c'est vrai que en fait, c'est un petit peu flou, c'est un petit peu mou, on va dire, et puis surtout, ça manque un petit peu de contraste. Et à f2.8, en fait, tout simplement, cet objectif, il manque notamment, ce qui fait la richesse souvent d'une photo, c'est du micro-contraste. Et quand on ferme d'un diaph et qu'on passe à f4, de suite, vous voyez que c'est beaucoup plus croustillant. Je vous remets f2.8 et je vous mets f4. Vous voyez qu'on a gagné en plus en luminosité, c'est ça qui est assez fou. Et puis maintenant, je vais passer à f5,6. Et là, vous voyez de suite, hein, au niveau ici de Arabie Saoudite et au niveau de Inde, vous voyez à quel point ça a gagné en contraste, même ici sur la Mongolie. Également, regardez ici au niveau des angles, hein, des degrés. Je vous remets à f2.8 et je vous mets maintenant à f5.6. Vous voyez vraiment la différence, c'est assez impressionnant. Maintenant, si je continue de fermer un petit peu le diaph, je passe à f8. Vous voyez qu'au niveau des écritures, comparé à f5.6, en fait, là, je suis à 5.6, je passe à 8. On perd en piqué et ça va aller comme ça en descendant. Encore une fois, là, je suis à f11, maintenant, je suis à f16. Et là, vous voyez que la diffraction arrive, en fait, après 5.6. À f8, elle est déjà là. Donc, pour résumer, au centre, c'est pas mal à f2.8, mais ça manque de contraste. F4, c'est mieux. Le pic, c'est f5.6, où c'est très bon. Hein. Moi, je trouve ça vraiment... C'est pas excellent, mais c'est très bon. Et puis ensuite, ça va en fait en diminuant à mesure que l'on ferme. Donc, diffraction de f8 jusqu'à f16, où là, on a quand même, regardez, une perte importante de piqué. Mais ça, on s'y attendait. Comment est-ce qu'il se comporte dans les coins? Finalement, et je reviens à f2.8, c'est assez similaire. Donc déjà, vous voyez que l'image est plutôt très sombre. Vous voyez que ça manque de contraste et de piqué. Si maintenant je passe à f4, ça s'illumine. À nouveau, c'est quand même plus piqué. Dès que je passe à f5.6, vous voyez que ça commence à être mieux. C'est pas parfait et c'est moins bon qu'au centre, hein, donc on n'arrive jamais à rattraper totalement l'homogénéité. Si maintenant je passe à f8, vous voyez que de la même façon, le piqué diminue, on perd en contraste. F11, c'est pareil. Et puis ensuite, F16, là, c'est pire. Et voilà, donc c'est un objectif qui, au global, a un comportement tout à fait classique, un défaut d'homogénéité, un pic de piqué vraiment sur la plage intermédiaire d'ouverture, on va dire, à f5.6, enfin bref. Maintenant, ce qui m'intéresse, et vous l'avez vu, c'est la question du vignettage. Et là, vous voyez, par exemple, là, je suis à f2.8 et puis je passe par exemple à f8. Vous voyez qu'il y a un écart très important. Ce que j'ai fait, c'est que quand on était au bassin d'Arcachon, j'ai utilisé ce mur d'une cabane d'ostréiculteurs pour tout simplement en fait, faire deux choses. Un, le vignettage, et deux, tout ce qui touche en fait aux distorsions. Les distorsions, on va en parler juste après. Au niveau du vignettage, vous voyez à quel point, en fait, là je suis à f2.8 et là je suis à f8. Vous voyez la différence, elle est énorme et en fait, tout simplement, c'est un objectif qui vignette beaucoup, au point que quand vous passez de f2.8 à f4, vous gagnez quand même de la lumière sur les angles et surtout au centre. Et c'est un objectif qui, même à f2.8, va assombrir y compris le centre de l'image. Résultat, le vignettage, j'aime bien quand il y en a, ça apporte une petite touche, notamment sur les ouvertures très lumineuses. Là, en fait, il y en a quand même beaucoup trop, au point de même obscurcir le centre. Résultat, le fait d'avoir une ouverture un petit peu lumineuse est quand même tiré vers le bas parce qu'il y a tellement de vignettage que finalement on perd en lumière et donc on perd l'avantage de cette ouverture lumineuse. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est quand même un problème parce qu'à chaque fois, vos photos, elles vont être quand même un petit peu sous-exposées. Et donc ça, c'est quand même un problème. Et le vignettage, il faut vraiment arriver à f16 pour qu'il soit presque disparu. Et même, vous voyez ici, je ne suis pas allé au-delà, mais même à f8, vous en avez quand même un petit peu sur les bords.
Donc c'est un objectif qui vignette énormément. Maintenant, si je reviens sur les distorsions, vous les voyez beaucoup. Et si je reviens sur la bibliothèque, vous voyez que là, vous avez une belle distorsion qui est en forme de barillet, c'est-à-dire que vous avez une ligne droite un peu au centre, et plus vous allez vers les bords, et plus ça descend. Donc c'est vraiment une forme de barillet. Et vous voyez que si je reviens ici, cette forme de barillet, vous la voyez bien. Ici, ça part vers le bas, ça part vers le bas ici. C'est pas énorme, mais ça se rattrape plutôt bien. On n'a pas quelque chose en moustache, donc en vague. Donc là-dessus, tout va bien et ça me semble pas fou compte tenu du prix de l'objectif. Voilà. Maintenant, là où il y a quelque chose qui m'a plus dérangé, et là on va le voir de suite, c'est tout ce qui touche notamment aux défauts optiques liés au flair et à tout ce qui est halo lumineux. Cet objectif, là-dessus, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de traitement particulier sur ce point, hein. Vous n'avez pas de verres spéciaux, etc. Résultat, dès que votre objectif est confronté à une source lumineuse qui arrive de côté, et malgré le petit pare-soleil, c'est catastrophique. Je vous montre ici, photo à f2.8. Le soleil, vous voyez, il est là. Et là, vous voyez une énorme fuite de lumière. C'est très problématique. Vous avez en plus des taches ici. Voilà, donc à f2.8, c'est très compliqué. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que dès que vous fermez d'un diaph, vous passez à f4, vous voyez que ça a quasiment disparu. Et là, vous avez un petit halo lumineux qui est plutôt sympa. Vous avez quand même ici un halo jaunâtre ici. Et vous avez toujours les taches de flair ici bien violettes. À f5.6, vous voyez que ça continue d'être là. Vous avez moins de halo lumineux et vous avez plus en fait de taches un petit peu jaunâtres. Et puis vous passez à f8, vous le voyez là, en fait là il n'y a plus rien. Donc voilà, c'est un objectif qui est très sensible à ça, mais là c'est pas le pire. Si par exemple je vous montre cette photo là, on est à f3.2, phare du Cap Ferret, alors là c'est catastrophique, mais je sais même pas quoi dire. Là, cette photo, mais elle est inexploitable. Et donc, il faut être très, 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 très vigilant quand vous l'utilisez avec des sources lumineuses parce que vous voyez que cet objectif, il est très sensible. Et puis là, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi voulu tester les Sunstar. Et vous voyez qu'au niveau des aigrettes, voilà, c'est pas très beau, mais encore une fois, c'est quelque chose qui me paraît normal compte tenu du prix. Là, je suis à f14, vous voyez que ça part dans tous les sens. Il y a énormément de taches de couleurs, des taches verdâtres, des taches rougeâtres, beaucoup de flair, enfin bref, c'est inexploitable. Donc c'est pas un objectif qu'on va utiliser pour ce type de photo et ça me paraît bien normal, encore une fois compte tenu du prix, mais je préférais quand même vous le montrer pour que vous le voyez de vous-même. Voilà, donc je reviens quand même au diaphragme. Ce diaphragme, c'est un diaphragme à 7 lamelles. Donc là, en fait, vous avez 14 branches, pardon, parce que, je vous rappelle, nombre de lamelles pair, autant de branches sur un Sunstar. Nombre de lamelles impair, vous avez le double de branches sur votre Sunstar. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'au-delà de ce Sunstar, le nombre de lamelles dans le diaphragme va définir aussi notamment le bokeh. Et donc c'est de ça dont on va parler à présent. Vous avez vu la petite transition. Alors le bokeh, et ça c'est un vrai sujet, le bokeh, c'est vrai qu'on est sur un objectif qui a une ouverture maximale de 2.8. Et c'est vrai que 2.8 APS-C, on peut se dire qu'on va quand même rencontrer des limites. Et il est certain que cet objectif ne sera pas le plus fou d'un point de vue bokeh. Et le fait qu'il y ait aussi 7 lamelles fait que vous allez avoir un bokeh qui sera aussi sur le papier moins crémeux, moins doux, moins progressif qu'un objectif qui aurait plus de lamelles. La théorie est la suivante, plus on a de lamelles à l'intérieur d'un diaphragme, et plus le bokeh est donné comme doux, avec de meilleures transitions, crémeux, etc. À titre de comparaison, les objectifs, par exemple Sony GM que j'ai, ont 11 lamelles, ce qui donne un bokeh magnifique. Donc là, on en a 7, donc sur le papier, ça part moins bien. Sur le papier, qu'est-ce que ça donne? Enfin, en tout cas sur le terrain, là, j'ai fait des photos. Alors déjà, je tiens à préciser que cet objectif, il a une distance minimale de mise au point de 39 cm, ce qui en fait est assez énorme quand vous rapportez ça à la focale, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas vous approcher vraiment de très près de vos sujets, et se rapprocher de son sujet est une astuce pour aussi créer du flou. La deuxième conséquence de ça également, c'est que quand vous êtes à la distance minimale de mise au point, si vous dites je veux du bokeh, je me mets à f2.8, mais quand vous êtes au plus proche à f2.8, le piqué n'est pas fou, et en fait à f2.8, c'est pas là où il donne le meilleur de lui-même quand on est collé. Je vous donne un exemple, ici déjà l'autofocus n'a pas totalement réussi sa mise au point, mais en fait vous regardez, c'est net, mais c'est pas net net net. Pourquoi? Parce que je suis collé au plus proche de Pingu. Néanmoins, vous voyez que derrière, il y a quand même du flou. Si je vous montre ici sur la végétation, c'est un peu la même idée. Vous voyez que la mise au point est faite ici. Je suis quand même assez près. Vous voyez que le piqué n'est pas fou quand même. Ça va encore, il ne faut juste pas trop zoomer, beaucoup de vignetage, mais vous voyez qu'il y a quand même du flou et que les personnes derrière sont floutées. Donc le bokeh, on peut arriver à en créer. Là, c'est un petit peu la même chose,
c'est juste qu'il ne faut pas être trop loin de son sujet non plus. Je vous montre un petit peu dans une situation de portrait. Là, vous avez Laura. Je suis quand même un petit peu plus loin. Là, je pense que je suis plutôt à 50 cm d'elle. Mais là, vous voyez que par contre, quand je ne suis pas collé, vous voyez qu'au niveau piqué, et je suis là, vous me voyez dans le reflet de la lunette, vous voyez que le piqué est quand même meilleur, hein, c'est quand même plus piqué. Encore une fois, ce n'est pas exceptionnel, mais je trouve ça quand même plutôt satisfaisant. Voilà. Derrière, vous avez quand même un flou qui est très correct et en fait, elle arrive quand même à se détacher. On arrive à la détacher en fait de l'arrière-plan. Si elle est encore un petit peu plus loin, vous voyez qu'on continue malgré tout à avoir quand même un petit flou d'arrière-plan qui est correct. Au niveau du bokeh, si vous vous rapprochez encore davantage, vous voyez qu'on arrive quand même à créer pas mal de bokeh. Et là, vous voyez, la mise au point, là, elle est sur la lunette et pas sur l'oreille. L'oreille est floue. Si maintenant je fais la mise au point sur l'oreille, vous voyez que la lunette est floue. Donc le bokeh, il y a toujours moyen d'en créer quoi qu'il arrive. Vous voyez ici sur le raisin, si je parle de la qualité maintenant du bokeh, c'est vrai que ce bokeh, il est un petit peu chargé. Là, on le voit ici. Alors, je pense que pour la plupart des gens, ce n'est pas quelque chose de fondamental. C'est juste que d'un point de vue, je pense, un peu plus objectif, si on le compare à d'autres bokeh, voilà, ce n'est pas le bokeh le plus progressif ni le plus crémeux. Mais encore une fois, objectif à 189 €. Et pour moi, je trouve que pour le prix, c'est très satisfaisant. Maintenant, si on parle de voilà, faire des photos dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? Et d'ailleurs, vous avez vu, quand je le passe dans Photolab, il me propose avec le XS10 le Fujinon, donc l'objectif Fuji, parce que pour lui, 27 mm 2.8, pour lui, c'est le Fuji. Voilà, c'est assez drôle. Dans la vraie vie, moi, je trouve que cet objectif, il est franchement sympa à utiliser et les photos sont très cool. Il y a quand même du contraste. Là, vous voyez, je suis à f5, donc on est autour de f5.6 là, sur la meilleure plage d'utilisation. Et vous voyez, sur cette photo, moi, je la trouve bien contrastée. Il y a du détail. Vous voyez, au niveau des pierres, au niveau de l'église, je trouve qu'il y a quand même pas mal de détails. C'est peut-être pas l'objectif le plus sharp, le plus net qui existe, mais je trouve que quand même, regardez ici au niveau de l'arbre, c'est plutôt satisfaisant. Au niveau du cliché, c'est très satisfaisant. Voilà. Si maintenant vous regardez sur des photos un peu de rue, etc., là c'est pareil, je me suis beaucoup amusé et je trouve que cet objectif, il est très fun parce qu'en plus il est très compact, etc. Et d'un point de vue de qualité d'image, je trouve ça vraiment satisfaisant. Là vous voyez, je suis à f4, cette photo, moi je trouve qu'elle est très sympa, sachant que derrière, là c'est le RAW brut. Quand moi derrière j'ai les simulations de films Fujifilm avec mes paramètres en JPEG, etc., le rendu est très cool et cet objectif, j'ai beaucoup apprécié l'utiliser depuis que je l'ai. Vous voyez ici, ça me permet de faire de la street photo, hein. Ça c'est au village de l'Herbe, au bassin d'Arcachon, et c'est franchement sympa. Là vous voyez, c'est pareil, je me suis quand même amusé. Vous pouvez capturer plein de détails. Là vous aviez Laura qui vivait sa meilleure vie, en fait tout simplement au bassin d'Arcachon. Là vous avez ici, vous voyez, au niveau du bokeh, on arrive quand même à créer du bokeh. Et au niveau du piqué, là, vous voyez, je suis à f4. C'est aussi très satisfaisant. Et au niveau de l'horloge, vous avez vu, c'est quand même très net. Donc, c'est un objectif très sympathique que j'ai adoré emporter. Vous voyez, là, par exemple, je suis parti très léger. Hein, j'avais pas grand-chose dans le sac. Hein, j'avais que ça, d'ailleurs. Et l'objectif, il était tellement petit avec l'appareil photo qu'on est parti très léger. On était allé à la plage, etc. Et c'est pas pour autant qu'on n'a pas fait des bonnes photos. Et là, vous voyez, Laura, elle est très nette. Je suis f4. Voilà, donc f2.8, elle aurait été un peu moins nette, mais c'est plutôt satisfaisant. Alors là, vous voyez, hein, vous avez toujours ce vignettage qui est très présent. Vous, dans DxO, vous mettez un petit coup de curseur, et puis c'est fini. Et la photo, elle est très cool. Voilà. Je termine juste pour vous montrer là quelques petites photos. Alors ça, c'était chez nous, dans le nord, à Ambleteuse, sur la côte d'Opale. Là, vous voyez à nouveau, hein, pour la question du flou, vous voyez, la mise au point est faite là. Vous voyez que vous avez quand même un petit peu de flou. C'est sûr, ça ne vaut pas un objectif qui sera f2 ou même f1.4, hein, forcément. Mais voilà, encore une fois, c'est le prix de la compacité. Et je voulais terminer par cette photo, parce que je l'aime bien cette photo. Ça, c'était la fête donc, de la mer à Ambleteuse. Et puis voilà, vous avez ces personnes là qui regardaient. Puis là, vous avez la vareuse, c'est la tenue traditionnelle des pêcheurs. Et puis, vous voyez, ça, c'est un peu la bonne photo de rue. Je fais la mise au point sur le monsieur. Et en fait, là, ils sont en train de faire un concours de tirage de filet. Voilà, donc c'est à savoir qui le tirera le plus vite. Vous voyez, là, je suis à f5. Quand vous regardez, en fait, il est super net. Hein. Si je me remets au départ, photo verticale, vous voyez qu'en fait, en zoomant, il est très net, quoi. Et vous voyez qu'il y a un léger flou, malgré tout, sur les personnes devant. Alors, quand vous êtes dézoomé, vous ne le voyez pas. Mais en zoomant un peu, vous voyez que c'est un petit peu flou. Enfin, bref, objectif très sympa à utiliser et qui, si maintenant je fais la synthèse d'un point de vue optique, c'est un objectif qui finalement est très cohérent compte tenu de son prix. On a une homogénéité qui est très logique pour ce type d'objectif, meilleur au centre que sur les bords, pas très piqué à f2.8 et non plus au-delà de f8. Normal, il y a de la distorsion.
Meilleur au centre que sur les bords, mais dès qu'on ferme, c'est meilleur, mais les bords n'atteignent jamais vraiment le niveau du centre. Et après, au niveau des défauts optiques, vous avez des déformations en barillet qui se rattrapent plutôt très bien. Beaucoup de vignotage. Ça, je trouve ça un peu problématique, notamment quand on va être dans des situations où il fait sombre. Et également, au niveau des flares, là, il va falloir être très vigilant dans les situations où il y a des sources lumineuses sur les côtés, parce que ça va être un problème. Et puis, si je termine par le bokeh, le bokeh, moi, je le trouve plutôt sympa. C'est pas l'objectif qui en donnera le plus, mais au global, ça fait le job. Et je trouve que quand vous êtes dans pas mal de situations, ça fait des photos qui sont très satisfaisantes et on peut faire de très belles photos avec. Bref, on a terminé sur en fait, ces petites analyses optiques et maintenant, on va passer à la conclusion de cette vidéo. Alors pour terminer cette vidéo, la question qu'on va se poser, c'est que retenir de cet objectif? Moi, je pense que cet objectif, compte tenu de son prix, en fait, il est très cohérent. C'est un objectif qui, pour moi, sera idéal pour beaucoup de personnes, notamment pour être un objectif du quotidien, l'objectif compact qu'on va emmener partout, surtout un rapport qualité-prix qui est difficilement égalable. Pour ce prix, il a quand même des qualités. L'autofocus, même s'il est moyen, on va dire qu'il fait le job. Également, au niveau qualité d'image, je trouve que ça suffit largement pour une utilisation vraiment photo du quotidien. Et puis, au global aussi, sa compacité est un véritable atout. Certes, après, il a quand même des défauts, et compte tenu du prix, ces défauts me semblent pas fous. Oui, il est en plastique, il n'est pas tropicalisé. Oui, il est moins compact, par exemple, que l'équivalent Fuji. Oui, également, il a des défauts optiques, il vignette beaucoup, il a des défauts et des flares, il manque d'homogénéité, et puis son ouverture pourrait être plus lumineuse, en effet. Mais cet objectif, il est vendu 189 €, et moi je pense qu'il est tout à fait vraiment adapté pour une utilisation quotidienne. Et moi, par exemple, je l'utilise encore beaucoup pour une utilisation de tous les jours, pour simplement photographier mon quotidien sans me prendre la tête. Et ce que j'apprécie le plus, c'est d'avoir avec cet objectif un combo très compact et de pouvoir l'emmener partout. Et ce qu'on dit, c'est que la meilleure photo, c'est celle qu'on prend. Et si on a des objectifs qui sont plus gros, etc., c'est cool, mais ça peut nous dissuader parfois tout simplement de sortir l'appareil photo. Alors que là, j'ai un combo de 580 grammes qui se met dans même une poche de manteau. En hiver, ça peut se faire très bien. Et puis surtout, qui se glisse dans une sacoche très facilement. Donc là, forcément, et pour terminer, on va se poser la question de comment il se positionne par rapport à la concurrence. Sur le marché, vous avez sans doute, et c'est obligatoire, je pense, vu l'équivalent Fujifilm, donc le 27 mm 2.8 en version 2, donc c'est la version WR. C'est vrai que cet objectif, il est en tout point mieux, c'est normal. Il est tout en métal, il est tropicalisé, la qualité d'image est vraiment meilleure, il est plus homogène, etc. Certes, le Fujifilm a aussi ses défauts, surtout notamment d'un point de vue optique, mais cet objectif, oui, il coûte plus de 2 fois le prix, puisqu'il est commercialisé à 450 €. Donc là, l'écart commence à quand même se voir, mais moi je pense que la conclusion serait plutôt la suivante, parce que les deux objectifs en fait sont vraiment confrontés. Si vous avez besoin d'un objectif sans prétention pour juste photographier votre quotidien sans vous ruiner, le Tétartisan est vraiment très intéressant. Si maintenant vous allez beaucoup l'utiliser, faire la photo de rue, etc., moi je vous conseille davantage de partir sur le Fujifilm, et pour la différence de prix, notamment si vous avez des boîtiers tropicalisés, etc., vous aurez un objectif qui sera meilleur en tout, et surtout vous pourrez sortir tout le temps. Maintenant, il existe une alternative peut-être entre les deux, c'est la première version du Fuji, le 27 mm 2.8, donc première génération, qui lui par exemple en occasion se trouve entre 200 et 300 € généralement, et qui profite d'une qualité optique vraiment supérieure au Tétartisan. Alors il n'est pas tropicalisé, vous n'avez pas non plus la bague d'ouverture, mais c'est je pense un compromis entre les deux. Donc là, affaire de choix. Maintenant, et là, l'actualité fait le reste, vous avez notamment le Viltrox 27 mm 1.2 qui est sorti, objectif que je n'ai pas du tout testé, que j'ai jamais pris en main, mais bien sûr j'ai regardé des reviews, etc. Objectif qui a l'air incroyable, mais qui en fait n'est pas du tout comparable. Autant le Fuji et le Tétartisan sont très compacts et ils sont faits pour être oubliés, autant ce Viltrox il est énorme, c'est normal, ouverture 1.2, optiquement très bon, mais il est énorme, donc c'est pas du tout dans le même objectif de l'emporter, et puis surtout en plus il coûte quand même 600 €. Donc là on sort un petit peu pour moi du sujet. Et puis après il y a une troisième option, on va dire, qui peut être intéressante, c'est le Fujifilm 35 mm f2. Et c'est vrai que ce petit Fuji, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, et bien moi je trouve qu'il a quand même, il peut tenir la comparaison. Certes c'est un 35 mm comparé à un 27, donc on est plus proche en plein format d'un équivalent 50 que là d'un 40, et c'est vrai que cet objectif, il a quand même des
similarité, il est vendu 200 € et le Tétartisan il est vendu 189. Et puis en même temps, bah, c'est vrai que le Fuji, certes il est aussi en plastique, mais je le trouve mieux construit et surtout il a une ouverture f2. Ce qui différencie, je pense, le plus les deux, c'est que d'un point de vue optique, le Fuji est vraiment excellent. Il n'est pas beaucoup plus épais, on va dire. Donc moi, si je devais vous conseiller, c'est de vous dire, si vous cherchez une petite focale fixe entre 35 et 50, c'est vrai que le Fuji, en tout point, pour un prix à 10 € près qui est similaire, il est vraiment mieux. Et là-dessus, ça vaut peut-être le coup. Si pour vous, il est trop zoomé, que vous voulez une focale un peu plus large, ben c'est vrai que le Tétartisan est peut-être mieux. Enfin bref, voici un petit peu pour moi où il se situe sur le marché. Pour le prix, pour moi, c'est quand même une bonne affaire et je pense qu'il fera le bonheur de beaucoup de personnes, surtout si pour vous, les défauts ne sont pas vraiment les plus importants. Et je pense surtout que le plus important, c'est de prendre du plaisir avec et on peut quand même sortir de très belles photos. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, je serais ravi de savoir ce que vous en pensez. Je vous ai mis tous les liens en description de cet objectif, mais aussi de tous les autres que j'ai évoqués. Bien évidemment, je rappelle que si vous passez par le site Miss Numérique, vous pouvez utiliser le code créateur NOCAB si vous commandez. Vous, ça ne changera rien à votre vie. Moi, je toucherai une petite commission parce que vous venez de ma part et que vous commandez chez eux. Et donc, si vous le faites d'avance, je vous remercie grandement. Enfin bref, sur ces belles paroles, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.